Assalamu alaikum, shalom, bonjour, heureux de vous retrouver cette journée du vendredi 18 décembre 2020. Il sonne 11h et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous écouter un peu partout à Lomé, à Neho, à Sokodé, à Niamtougou, à Dapan, à Bassa et dans différents pays sur tous les continents grâce à la magie des ondes et grâce également au partenariat confraternel qui nous lie aux médias partenaires. Et comment ne pas saluer encore et toujours les techniciens Victor Bekokou Michel Tomega qui aura à ses côtés incessamment Géraud Dakoucha. Les confrères et invités qui s'installent ici au studio, juste le temps de vous dire qu'aujourd'hui, nous allons balayer toute la semaine au Club de la Presse. Il y aura la riposte à la Covid-19 naturellement. Et nous allons également saluer la liberté mais de Brigitte Adjamago Johnson et Gérard Jossou depuis quelques heures. Et la veille électorale au Comité national olympique du Togo. Revenir sur le recensement dont l'annonce a été faite. Comment ce recensement devra être fait pour que ce soit total et inclusif et que tous les Togolais soient pris en compte. Voilà le menu du Club de la Presse. Nous exprimons nos intentions particulières et très amicales à une grande, charmante dame au sein d'une institution financière de la place. Elle se connaît. Ici, donc, au Club de la Presse, Thierry Afankoué de Gapola.net. Bonjour. Bonjour, Sass. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, un bonjour spécial à tout le personnel j'oublie un peu le nom. Alors, je vais revenir là-dessus. Cherchier. Germain Sahana Pouli, bonjour. Bonjour, Sass. Bonjour à tous les auditeurs. À toutes les auditrices également. La mémoire vous revient. Oui, tout à fait. Un bonjour spécial à tout le personnel de Ségus, et plus particulièrement à Aimé Agbobli. Elle est la secrétaire particulière donc du DG. Merci beaucoup. Deux invités que je garde encore un peu au secret pour vous. Vous les découvrez incessamment. Et nous attendons aussi un troisième confrère s'il s'amène. Juste le temps que nous vous rappelions cette pensée du jour que nous avons déjà partagée avec vous il y a quelques semaines, qui dit ceci: dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, mais cherchez plutôt l'enseignement. Encore une fois, dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, mais cherchez plutôt l'enseignement. Alors hier, vous vous êtes rendu compte, je n'étais pas particulièrement au studio pour une affaire, rassurez-vous, tout se passe très bien. Et vous avez écouté la voix toute chantante de Fousseni Saïbou et ses confrères qui vous ont entretenu le Club de la Presse. Nous disons merci à Fousseni et à tous les confrères qui font en sorte que le Club de la Presse dépasse nos modestes personnes. L'occasion pour nous de saluer un ami. Il s'appelle Martin Napotien. C'est un compatriote togolais vivant aux États-Unis d'Amérique, fidèle, parmi les plus fidèles auditeurs du Club de la Presse. Depuis l'Amérique, Napo Martin Tien a offert la 3e mi-temps au Club de la Presse. J'ai vu les signes ce matin, la fête a été vraiment totale. Merci à vous, Napo Tien, depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse, que vous prospériez et que vous puissiez renouveler cette expérience-là au jour le jour. L'occasion également pour nous, en page de confraternité, de nous incliner devant la mémoire d'un confrère qui nous a quittés, un aîné dont nous apprenons ce matin même, qui nous a quittés le 14 décembre dernier. Thierry, je ne sais pas si vous le connaissiez, puisqu'il s'appelait Magloire Kafui Bandera. Il fut d'abord enseignant et puis journaliste
sur les ondes de la RTNM Inter, radio-télévision togolaise, autant que vous connaissez. Et puis, Magloire Kafoui Bandera, que les contemporains qualifient comme une voix légendaire du reportage sportif. Eh bien, il est parti le 14 décembre dernier à Rouen, en Normandie, en France, sur ses 79 ans. Et ses contemporains le décrivent encore comme étant un homme raffiné, impeccablement habillé, mais tenant toujours entre ses doigts un bâton de cigarette. Thierry, je ne sais pas si vous le connaissez. Malheureusement, je ne le connais pas. Je m'incline devant sa mémoire. Je crois qu'il a fait sa part. En tant que journaliste, il a contribué de sa façon au développement, en tout cas là où il a exercé, puisque c'est ce pourquoi nous sommes appelés à sensibiliser, à éduquer et à informer également que la terre lui soit légère. Vous permettez, je profite également de l'occasion pour souhaiter mes sincères condoléances à la famille Djoka. Malheureusement, docteur Djoka n'est plus de ce monde. Il y a juste une semaine qu'il a rendu l'âme. Il est le fondateur de ESSEG Statistique, dont nous parlons souvent ici à vos micros. Il est également le fondateur de l'école Triomphe du Destin. Il faut dire que c'est une perte pour notre pays parce que il a fait beaucoup également pour ce pays. Merci. Que Dieu le Tout-Puissant accueille dans sa paix céleste notre ami Feu Djoka et également notre feu confrère Magloire Bandera. Je retiens que M. Bandera fut un homme très élégant, impeccablement habillé, et je parie que les jeunes confrères essaieront de faire comme leur aîné. Mais laissons les morts, venons-en aux vivants. Et Germain Soanapouli, nous allons nous associer au bonheur des confrères qui ont repris leurs études à l'université de Lomé et plus précisément à l'Institut des sciences de l'information et de la communication des arts, ISICA, dans le cadre du projet de formation d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias, Profamed. Eh bien, c'est la saison des soutenances et au tableau, il y a 62 étudiants, journalistes confrères, qui vont soutenir, mais déjà hier, il y a 2 confrères qui ont soutenu leur mémoire de licence professionnelle avec brio, et l'homme Kossi Atichogbe de la Nouvelle Tribune et le local Pascal Komla Lossou. Ils ont soutenu leur mémoire avec brio. Nous apprenons que Joachim Agbeti Ngamda de Radio Victoire a soutenu. Eh bien, félicitations à ses confrères. Germain? Oui, félicitations à ses confrères qui ont eu le courage de reprendre les cours, parce que c'est pas facile quand on exerce déjà de pouvoir trouver le temps entre 2 responsabilités, donc pour aller suivre les cours et le suivre depuis le début de ce programme-là et donc arriver à soutenir. J'ai aussi rencontré hier dans la foulée le directeur de publication de Vision d'Afrique, Adam, qui a également soutenu hier. Chapeau à lui aussi. Il était tiré à 4 épingles. je lui posais la question, le taquinant. Et il a pris le temps aussi de savourer la suite de cette soutenance-là avec des amis autour d'un pot. Il m'a fait l'honneur de m'inviter. Ouais. Et voilà, donc c'est bien, on profite aussi pour dire aussi notre reconnaissance à l'ambassade de France qui est derrière ce programme-là et qui permet à la presse togolaise de se professionnaliser davantage. Merci. Nous apprenons que le confrère du journal Le Dauphin aussi aurait soutenu. Félicitations à tous ces confrères. Vivement que nous, journalistes, nous nous remettions à l'école pour nous améliorer davantage. Ce ne sera que pour la gloire de notre corporation et la satisfaction de ceux qui nous lisent et nous écoutent. Docteur Agotiafa, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices et à tous mes collaborateurs qui sont dans le studio avec moi et à tout le personnel de la radio Canal FM. Vous êtes médecin, vous êtes le directeur du centre médico-social du quartier des Étoiles en Bon Voisin.
et vous êtes notre personne ressource dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Oui, ça, excusez-moi de le dire tout droit en direct. Vous êtes arrivé dans un monde, vous êtes arrivé trop tard dans un monde un peu trop vieux. Merci de me Parce remettre à la page. L'autorité m'a fait l'honneur de me faire une petite promotion. Il n'y a pas de petite promotion, docteur. Alors, actuellement, je ne suis plus seulement directeur de ce centre, mais je coordonne 23 centres et je suis le directeur préfectoral de la santé du Golfe maintenant. Donc la préfecture du Golfe, je coordonne le système de santé. Félicitations. Eh bien, vous allez nous inviter, on va arroser votre promotion dans le strict respect des gestes barrières. Absolument, absolument. Eh bien, venons à l'objet, comme nous le faisons au jour le jour. On commence par les chiffres tels que le ministère de la Santé les a déclinés hier. Le Togo totalisait hier 3330 cas de contamination, dont 2890 guéris, 66 décès que nous continuons à déplorer et 374 cas actifs en soins. Docteur, on constate que depuis 2-3 jours, le nombre de cas actifs recommence à régresser légèrement. Oui, ça commence à régresser légèrement, c'est vrai. Tout compte fait, il faut pouvoir garder toujours en mémoire que ce nombre de cas actifs, comme vous venez de le dire tout à l'heure, au-delà de 350. Donc, hier, c'était 374. Oui, 314, c'est la situation d'hier. D'hier, c'est les statistiques d'hier, ça. Puisque les statistiques sont données avec un jour de retard. Donc, à la journée d'aujourd'hui, nous aurons les statistiques autour de 20 heures. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sont les statistiques d'hier jeudi. Voilà. Eh bien, donc, mais les contaminations augmentent au jour le jour. Dieu merci, nous sommes loin des États-Unis d'Amérique, où hier, il y aurait eu autour de 250 000 contaminations en 24 heures, avec plus de 3 000 morts en 24 heures aux États-Unis. Oui. En France, c'est le sommet de l'État français qui est pratiquement au ralenti. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, testé positif, son Premier ministre aussi. Nous sommes loin de ces chiffres-là, mais docteur, nous devons toujours nous alerter de ces contaminations continues chez nous. Oui, au fait, disons que ces pays ont une capacité de test à réaliser très, très supérieure à nous, notre capacité de pouvoir réaliser les tests. Peut-être que si nous augmentons nos capacités de réalisation de tests, nous aurons probablement un visage pire que ce que nous avons ici. Comme on le dit chez nous, c'est celui qui amène le canari, c'est ça, au marigot qui peut casser. Voilà, donc c'est seulement dans la population dans laquelle on a pu faire le test, c'est que dans cette population qu'on peut trouver des positifs. Donc toutes les populations dans lesquelles on n'a pas pu faire le test, nous ne connaissons pas ces résultats. Donc les résultats là que nous avons ici sont très très relatifs, à prendre à la pincette, ne pas se dire que dans toute la population togolaise, nous n'avons que 374 actifs. On ne peut pas affirmer, d'accord? Donc c'est encore le lieu de l'ancien appel aux gens, ne pas dire qu'au Togo, nous avons moins de cas que les autres. Non. Le nombre de cas que nous avons ici, c'est uniquement à cause du nombre de tests qu'on a pu réaliser. Si ces pays, la France, les États-Unis, réalisent des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de tests par jour, mais nous en réalisons combien? Il faut aussi se poser cette question. Donc ne pas se dire que la situation est pire dans ces pays que dans notre pays. Donc il faut relativiser tous ces chiffres-là et rester toujours prudent, dire que même si le nombre de cas actifs diminue, comme tu viens de le dire, c'est encore dangereux et que chacun puisse prendre la mesure des choses. Merci. Alors, vous êtes le tout nouveau directeur du
district de la préfecture du Golfe. Or, les statistiques révèlent que c'est dans votre district et celui d'Aguagneve, pour ne pas dire dans le Grand Lomé, qu'on constate la presque totalité des cas de contamination depuis quelques semaines. Alors, vous, directeur du district, vous devez être personnellement interpellé. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est dans le district de Golfe, on a environ 50% des cas du Togo. Ça, il faut le souligner. Absolument. Donc, l'image que le Togo affiche, c'est l'image que le Golfe imprime au fait au Togo en matière de statistiques liées à cette maladie-là. Et heureusement que l'autorité a pu faire en sorte que nous avons actuellement les médecins-chefs de communes. Donc, les 7 communes sont bien couvertes maintenant par les médecins-chefs de communes avec lesquels nous travaillons pour cette lutte-là. Et nous suivons les instructions de la hiérarchie que nous mettons en œuvre au niveau de chacune des 7 communes. Et cela nous permet quand même de garder espoir que quelle que soit quand même la situation à venir, nous devons gagner quand même cette lutte-là. Gardez l'espoir, mais si c'est chez vous, enfin chez nous, puisque nous sommes tous ici dans le Grand Lomé, si c'est chez nous qu'on remarque la presque totalité des contaminations, docteur, ça veut dire que nous ne nous montrons pas bien appliqués dans le respect des gestes barrières. Nous pouvons dire, ça nous le savons, que la préfecture du Golfe, en termes de population, représente le quart de la population togolaise. Vous comprenez? Donc, environ 20% de la population togolaise réside dans la préfecture du Golfe. Donc, il va de soi que dans cette population, nous devons avoir beaucoup plus de cas. Si nous faisons ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de cas positifs sur la population totale, vous allez voir quand même que ce taux d'attaque n'est pas très loin des taux d'attaque des autres localités moins peuplées. Donc, c'est compte tenu aussi de cette grande population-là, de la concentration humaine dans le Golfe, que nous avons aussi beaucoup de cas dans le Golfe. C'est logique. C'est une question de proportionnalité. Vous comprenez? Voilà. Eh bien, une polémique qui ne désemplit pas, qui ne se dégonfle pas. Est-ce que nous devrions aller au couvre-feu, oui ou non, en cette période de fin d'année? Je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est aujourd'hui même que la République démocratique du Congo entre dans un couvre-feu intégral de 21h chez eux à 5h. Docteur, nous en débattons au jour le jour. C'est vrai que cette décision de décréter ou pas le couvre-feu relève des prérogatives du gouvernement, mais vous, en tant que médecin, vous, en tant que directeur du district sanitaire du Golfe, quelles seraient vos suggestions sur cette question, docteur? Oui, disons que le comité scientifique a déjà fait ce travail et il a fait des propositions à l'autorité. Maintenant, l'autorité, et c'est actuellement là où nous on est, l'autorité est en train, de façon inclusive et participative, en train d'accueillir ou de recevoir les points de vue des autres secteurs. Donc, ce n'est qu'après ça que l'autorité va essayer de mettre ensemble les points de vue et prendra une décision. Tout compte fait, quelle que soit la décision que l'autorité va prendre, dans le sens de mener une intervention pour arrêter la propagation vraiment croissante de cette maladie-là, je pense que nous avons le devoir d'y adhérer, de participer. De toutes les manières, nous, dans nos communautés, en tant que leader communautaire aussi, nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie que je vais citer ici avec référence. Togbi Adela Klasoukat, qui est le chef canton de Baie, nous a instruit pour que nous commençons déjà par en parler au cours de nos assises, dans nos quartiers, dans nos villages, pour que les gens commencent par préparer déjà leur mentalité, pour que quand l'autorité va prendre, quelle que soit la décision que l'autorité va prendre, que nous pouvons aller dans le même sens et comprendre que c'est pour notre bien. Personne ne veut que en janvier, qu'on commence par fermer les écoles, qu'on commence encore par endurcir les mesures restrictives. Nous voulons qu'après les fêtes, que les choses continuent normalement. Si donc il faut encore quelques jours de sacrifice, attendons de toutes les manières
la décision finale de l'autorité. Nous sommes tous suspendus à cela et commençons par préparer les mentalités dans ce sens-là. Mais en entendant telle ou telle décision, comme le fait au jour le jour Forum de la semaine, tout comme nombre de médias, c'est le rappel des 6 gestes simples à adopter pour nous protéger et protéger nos proches. Docteur? Absolument, il faut tousser dans le creux du coude, et laver les mains, porter les bavettes ou les cache-nez qui doivent couvrir effectivement le nez et la bouche, et non le remettre sous le menton comme on voit beaucoup dans la rue, c'est dangereux d'ailleurs. Et respecter la distanciation physique ou sociale, éviter de se toucher, de se serrer, de faire des bises, éviter les regroupements un maximum de 15 personnes, tout en respectant bien sûr les autres mesures barrières. Bon, grosso modo, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ces mesures. Merci de le rappeler, mais vous restez à nos côtés quand nous allons ouvrir les antennes sur le coup de 12 heures. Peut-être qu'un auditeur voudrait en savoir davantage. Je préfère que vous soyez là pour lui répondre directement. Les 4 numéros que vous connaissez déjà qui sont à votre disposition. Et je l'annonçais, il vient d'arriver Olivier Ayao Adja. Bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous et à tous. Et je m'excuse pour ce léger retard. Indépendant de votre volonté. De ma volonté. Nous connaissons la formule. Et oui, bien sûr, c'est toujours indépendant de notre volonté, oui. Vous savez. Merci beaucoup. Eh bien, avec vous, nous parcourons la semaine avec les événements que cette semaine nous a communiqués. Commençons par cette information d'ordre social que nous rappelle le Canard indépendant. Le Togo se prépare pour son 5e recensement général. L'annonce a été faite en début de semaine. Le budget tourne autour de 8 milliards 600 quelques millions. Le Togo, par la voix du ministre des Finances, nous a dit que le Togo peut avoir 40% de ce budget. On recherche le gap auprès des partenaires avec l'espoir que nous assisterons. Ce recensement auquel vous intéressez, vous aussi, Germain Pouli, puisque dans votre journal Togo Réveil, vous en parlez à la page 4 quand vous écrivez « Le Togo mobilise » et se mobilise pour le 5e recensement général de la population de l'habitat. Et ce recensement permettra aux autorités de planifier, de suivre et d'évaluer les politiques. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut... il y a eu déjà un précédent, un recensement qui a eu lieu, donc il y a pratiquement une dizaine d'années. Il faut passer à un autre. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a plusieurs politiques et programmes qui sont destinés aux populations. Il faut pouvoir donc recenser ces populations-là et mieux cibler, mieux orienter ces politiques-là vers ces populations et après pouvoir donc suivre et après pouvoir mesurer un peu l'impact de ce que cette politique et programme aura eu donc sur ces populations-là. Le Togo est accompagné habituellement dans ce genre d'exercice par plusieurs partenaires. Dans le Fonds des Nations Unies pour la population avec lequel il a signé un partenariat et qui permet donc de mobiliser, comme vous l'avez dit, une bonne part déjà de ce qu'il faut pour ce recensement. Donc le Togo attend de la part d'autres partenaires le complément de ce budget-là pour passer donc à ce 5e recensement. Merci. Ce recensement qui devra être intégral depuis l'océan jusqu'au Sahel, aucun coin ne devrait être laissé et aucune couche sociale non plus. C'est dans ce sens que la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, la FETAB, a déjà lancé une initiative pour accompagner le prochain recensement général de la population. La FETAF qui demande de ne laisser personne de côté lors du prochain recensement. Et ce ne sont pas les personnes souffrant d'albinisme qui devraient se faire oublier, ignorer dans ce recensement. N'est-ce pas, madame? Bonjour. Bonjour, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Eh bien, madame Rita Boko, c'est ça? Boko, oui.
Rita Bokovi, vous êtes vous-même personne atteinte d'albinisme et vous intervenez au nom de votre association nationale des personnes atteintes d'albinisme, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, vous lancez également une initiative dans le sens, sur le thème le droit à une éducation de qualité pour tous, notamment l'encadrement des élèves atteints d'albinisme. Juste pour rappel, c'est quoi une personne atteinte d'albinisme? Une personne atteinte... Oui. L'albinisme se définit comme une anomalie génétique qui se manifeste par une déficience en production de mélanine. Cette mélanine qui est la substance qui est à la source de la coloration de la peau et des yeux. Donc, une personne atteinte d'albinisme, c'est une personne qui a une déficience biologique. Donc, qui manque de mélanine dans sa peau et dans ses yeux. Mais qui demeure une personne pleine et entière avec tous les droits et toute la dignité. Eh bien, revenons au thème que vous défendez, le droit à une éducation de qualité pour tous, l'encadrement des élèves atteints d'albinisme. Alors, pourquoi vous avez jugé important de mettre ce thème à l'honneur? Bon, il y a quelques semaines, nous avons repris les classes et nous savons que, étant atteints d'albinisme, nous avons une déficience visuelle. Bon, donc cette déficience fait que en classe, nous ne voyons pas de loin. Donc, étant peut-être loin du tableau, nous ne pourrons pas voir. Donc, nous avons choisi ce thème pour sensibiliser les enseignants, les parents et toute la population sur cet handicap-là, afin qu'ils puissent accompagner tout élève atteint d'albinisme à avoir les mêmes chances de réussite que tout autre élève. Mettre les élèves atteints d'albinisme dans les mêmes conditions optimales d'apprentissage à l'école, cela passe par le rôle des enseignants. Alors, qu'est-ce que vous demandez aux enseignants particulièrement dans ce sens? Bon, aux enseignants, nous demandons d'autoriser l'élève atteint d'albinisme de rapprocher son banc plus proche du tableau afin de lui permettre de mieux voir. Au cas où il y a devoir et que le sujet est copié au tableau, qu'on remette la fiche du devoir à l'élève atteint d'albinisme, puisqu'il sera incapable de lire ce qui est copié au tableau et de travailler au même moment que les autres. Et lors des cours, s'il y a possibilité que l'enseignant puisse, après avoir copié, puisse donner sa fiche à l'élève pour qu'il lui aussi copie dans son cahier, pour qu'il ne laisse pas de blanc en revenant à la maison. Donc, nous demandons humblement aux enseignants, l'élève peut faire des bêtises, qui ne recourent pas à la punition au soleil, puisque, étant atteint d'albinisme, avec cette manque de mélanine, donc la punition au soleil va encore causer plus de dommages. Donc, nous demandons humblement que la punition au soleil ne soit pas appliquée aux personnes atteintes d'albinisme. Dieu merci, il n'y a plus de punition au bâton, que les enseignants se réservent, ne soumettent pas les élèves atteints d'albinisme à une exposition au soleil. D'abord, les enseignants, ils sont des parents, ils ont de cœur, ils n'ont même pas besoin qu'on leur rappelle. Venons-en maintenant aux parents. Madame Rita, qu'est-ce que vous demandez particulièrement aux parents dans l'éducation de leurs enfants atteints d'albinisme? Bon, donc nos parents sont les premiers qui doivent nous soutenir dans notre éducation. Le parent a pour obligation de veiller à ce que l'enseignant soit mis au parfum de toutes les mesures possibles pour que son enfant soit dans de bonnes conditions pour aller à l'école. Le parent a pour obligation, de retour de l'école de l'enfant, le parent a pour obligation de vérifier le cahier de son enfant.
de vérifier si les cours ont été copiés. Oui. Et aussi, le parent a pour obligation de veiller à ce qu'avant le départ de son enfant pour l'école, qu'il puisse appliquer toutes les mesures possibles pour qu'en chemin, il ne prenne pas le coup de soleil et même en revenant, qu'il ne prenne pas de coup de soleil. Donc, porter des chemises à manches longues, pantalons pour les garçons et jupe bien descendue pour les filles, et puis un chapeau à bord large pour protéger ses contre enfants le soleil. Contre les rayons du soleil. Et puis, nous passons aussi des crèmes solaires sur les parties photos exposées. Donc, que l'enfant ait sa crème dans son sac et qu'on puisse lui inculquer que à la sortie des classes, tu dois passer la pommade avant de prendre le chemin de la maison. Alors, les parents sont servis, les enseignants sont servis, mais vous devez avoir également des attentes vis-à-vis des autorités de ce pays. Oui, évidemment. Vis-à-vis des autorités en charge de l'éducation, c'est un plaidoyer que nous faisons que d'ici peut-être 2021, qu'un arrêté interministériel soit pris qui va circuler dans toutes les écoles du pays, portant les mesures d'accompagnement pour une éducation plus inclusive des élèves atteints d'albinisme au Togo. Donc des mesures gouvernementales qui instruisent les chefs d'établissement et tous les partenaires pour attention particulière à accorder aux élèves atteints d'albinisme. Oui. Et votre association, l'ANAT, vous êtes très à l'œuvre pour l'éducation des personnes atteintes d'albinisme. Oui, bien évidemment. Merci donc Madame Rita Bokovi qui se fait la porte-parole des personnes atteintes d'albinisme. Eh bien Olivier, vous le savez, vous avez déjà été associé aux émissions où nous avons reçu des porte-paroles de cette association. Un enfant atteint d'albinisme a besoin d'une attention particulière. Oui, bien sûr qu'un enfant atteint d'albinisme a besoin d'une attention particulière, mais pas que. Je crois que tous les handicaps doivent être pris en compte. Il faut que l'État ne laisse personne de côté et prenne aussi les singularités de chaque Togolais en compte. Donc, j'estime que c'est un appel qui doit être accueilli favorablement au niveau des autorités, surtout de l'éducation. Mais au-delà, il y a plusieurs secteurs aussi, donc où les gens souffrant d'handicap ou qui présentent une situation sont marginalisés. Donc, je crois qu'il faut intégrer cela à nos politiques, afin que ce soit des handicapés moteurs ou que ce soit des handicapés d'autres formes, bien qui présentent d'autres formes d'handicap, que ces personnes soient prises en compte dans toutes les politiques que l'État développe. Merci. Le 10 décembre dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous rappelions l'article 1er qui nous rappelle que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en droit et en dignité. Et tous nos rapports devraient être bâtis sur la fraternité et pourquoi pas une attention particulière aux personnes souffrant de tel ou tel handicap. D'ailleurs, nous en avons tous chez nous. Si ce n'est pas un voisin, c'est un parent, un collègue, une connaissance quand même qui souffre d'une façon ou d'une autre d'un handicap. Docteur Boutiafa, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi-même, je fais partie du groupe de ces personnes-là. Donc, je me vois dans ce que vous dites. Oui. Et j'essaie de vivre ça. Les personnes handicapées n'ont rien d'inférieur aux autres personnes. Alors, vous, docteur Agbetiafa, oui, souffrant d'un léger handicap moteur, mais oui, vous avez fait des études jusqu'à être médecin. Ah, bien sûr. Directeur du district sanitaire de Golfe. Oui. Vous êtes même une autorité morale. Bien sûr. Pour ne pas dire traditionnel. Bien sûr, je suis chef traditionnel aussi en plus. Donc, c'est pour vous dire que le handicap ne doit pas être un frein du tout à nous. Et croyons à ce que nous faisons, visons toujours loin, continuons. Et Inch'Allah, on va y arriver. Et je disais également que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, une personne souffrant d'un ou d'un autre handicap dans notre entourage. Absolument.
Merci. Eh bien, cette semaine a vu que depuis quelques heures, Madame Brigitte Kafouya Djamabo Johnson et son compère Gérard Doji Jossou respirent l'air de la liberté. Libre, mais 3 points de suspension. Revue de presse avec Forum de la semaine qui écrit dans l'affaire d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, Adjamabo et Jossou libérés mais placés sous contrôle judiciaire. L'éveil de la nation fait un titre similaire qui dit affaire de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, Madame Adjamabo et Gérard Jossou en liberté provisoire. L'alternative aussi écrit politique, justice instrumentalisée, Madame Adjamabo Johnson et Gérard Jossou enfin libres. Et le Canard indépendant aussi qui écrit libéré mais placé sous contrôle judiciaire, Adjamabo et Jossou restent déterminés dans leur engagement. Et Germain et Sorana Pouli dans Togo Réveil, vous aussi vous écrivez liberté provisoire pour les membres de la dynamique Monseigneur Podro. Brigitte et Gérard vont fêter Noël à la maison et vous rappelez les inculpations qui pèsent sur ces 2 personnes. Oui, tout à fait. Ils ont été inculpés donc pour groupement puis pour atteinte à la sécurité intérieure donc de l'État. Et le conseil donc de ces 2 personnalités de la DMK ont introduit une demande de libération qui a été donc accordée sous certaines conditions. Et donc les avocats se sont félicités tout en faisant d'autres observations, estimant même que leurs clients ne méritaient même pas d'être en prison. Mais ce que nous savons, donc, c'est une liberté sous contrôle judiciaire. L'essentiel, c'est qu'ils sont libres. Ils pourront fêter Noël à la maison, comme nous l'avons relevé. Mais en même temps, il faut aussi saluer toutes ces interventions-là, qui, au-delà même de la requête... Le micro qui, au-delà même de la requête des avocats, ont joué aussi dans cette mesure que beaucoup qualifient de geste d'apaisement. Donc il y a eu les évêques, il y a eu la conférence des évêques du Togo, les partis politiques, il y a eu la société civile. Les partis politiques qui l'ont encore dit directement au ministre Parador Boukwissi en début de semaine. Voilà, qui avait estimé qu'il y avait séparation des pouvoirs quand même, mais je crois que ce geste d'apaisement a été fait et donc toutes ces bonne volonté-là, il faut mettre cette libération-là à leur actif. Maintenant, le problème demeure, est-ce que le fond du dossier n'est pas consistant, comme le disent les avocats, ou est-ce qu'il y a des faits qui... Laissons le temps à la justice de nous situer là-dessus, mais juste rappeler, c'est important que Madame Adjamabo Johnson et Gérard Jossou ont été inculpés pour groupement de malfaiteurs et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 5 décembre dernier, mais c'était déjà il y a environ 3 semaines que Gérard Jossou d'abord et puis Madame Adjamabo ensuite avait été interpellée pour ce que nous savons. Alors Olivier Adja, le débat restera toujours. Est-ce que leur libération hier provisoire et avec contrôle, est-ce que c'est un geste d'apaisement que le pouvoir politique aurait pris ou bien est-ce que c'est dans le cours normal de la justice? Olivier? Non, merci Sass. Et mon confrère Germain Pouli a relevé déjà et a relaté donc les faits. Mais moi, par rapport à la question que vous posez, je pense donc qu'il y a un certain nombre d'éléments relevés, surtout 3. Et le premier élément, c'est qu'on a senti que l'État ou le gouvernement est à l'écoute de l'opinion.
Et je veux dire quoi par là? Il y a les évêques qui ont réagi par rapport à cette détention et on a l'impression qu'ils ont été écoutés. Mais il n'y avait pas que les évêques. Il y avait non, oui, j'en viens. D'associations, j'en viens, c'est ce que je dis. Ici du Togo et d'ailleurs. J'ai parlé de l'opinion. Donc, dans l'opinion, je classe les évêques, je classe même nous les journalistes par rapport à ce que nous disons à nos analyses. Et ça a été pris en compte, je suppose. Mais aussi, les partis politiques et il y a des démarches de couloir ou de coulisses selon qui ont aussi donc donné satisfaction ou donner ce résultat. Et c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est tout simplement le fait que la justice, nous le disions, que la justice doit faire son travail, pas forcément maintenir ces deux personnalités dans les chaînes de la prison, non. Et on a relevé qu'ils peuvent être donc à la maison et continuer, que le processus continue. On a vu dans le cas de l'affaire des incendies des marchés, certains sont encore jusqu'à aujourd'hui sur le coup des poursuites, mais ils vont et ils viennent. Donc ça c'est un élément. Et c'est la justice qui a finalement décidé donc de mettre en liberté provisoire et ces deux personnalités. Donc la justice a fait son travail et continue à faire son travail. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on ne va pas passer toute notre vie à assister à des affaires qui ne vont pas jusqu'au bout. L'opinion, la société, la justice est là pour la société. Et les juges rendent plutôt leurs décisions au nom de la société, au nom de nous les Togolais. Et nous les Togolais, on a envie d'en savoir plus, de connaître le fond du dossier et de voir l'aboutissement de cette affaire. On a vu d'autres affaires, les gens, donc, et ça s'arrête et on ne sait plus comment ça s'est passé. Donc, c'est au nom des Togolais que c'est rendu. Et le troisième élément, c'est enfin au niveau politique. Ça veut dire tout simplement que nous voyons les élections qui sont en train d'arriver, les élections régionales. Indirectement, on permet à ces deux personnes de se présenter, de se préparer pour ces élections. Mais indirectement aussi, il y a plusieurs autres implications. Parce que j'ai l'impression que, sans le faire sciemment, peut-être, on est en train de préparer la relève au niveau de l'opposition. Parce que vous vous rendez compte, lorsqu'on martyrise, ou du moins on monte certaines personnalités de l'opposition devant l'opinion, parfois, voilà, donc, les Togolais considèrent qu'ils sont devenus des martyrs et on les adoube. Donc, finalement, est-ce qu'on ne prépare pas vrai que dans les urnes? Les masses populaires se montrent toujours plus proches des personnes qu'elles estiment être victimes de certaines injustices. Eh bien, Thierry Afankoué, les inculpations qui pèsent sur les deux, on les a rappelées. Ils sont libres depuis quelques heures, mais sous contrôle. Ils ne devront pas quitter le territoire. Ils doivent se présenter régulièrement devant le juge. Et puis, il leur est fait interdiction de se prononcer dans l'opinion sur les inculpations qui pèsent sur les deux. Mais cela n'empêche quand même que à leur libération, et comme le rappelle le Canard indépendant, Madame Adjabango Johnson s'est exprimée et a dit on est condamné à faire en sorte que demain soit meilleur au Togo, pendant que Gérard Diossou lui disait il est absolument important de continuer ce combat. Liberté, lui, prend acte de leur libération, mais écrit quid des autres détenus politiques. Et puis, Liberté qui donne écho à la dynamique Podjoro qui dit dénoncer une arme de criminalisation des opposants. Et l'échiquier lui fait ce titre, c'est une chronique des coups d'État, entre guillemets, inaboutis sous Faure Gnassingbé. Thierry? Oui, quelque part, l'échiquier a raison. C'est un peu ce que disait tantôt Olivier, parce que une chose est de commencer par nous dire qu'il y a des tentatives, qu'il y a des preuves, qu'il y a des objets, qu'il y a des documents qui sont saisis. C'est-à-dire que le corps du délit, en tout cas cette fois-ci, ne nous a pas été présenté, alors que dans ces genres d'affaires, on nous a habitués dans ce pays
pays à nous présenter des trucs avec lesquels les supposés commanditaires ou auteurs d'atteinte à la sécurité de l'État voulaient passer à l'acte. Mais dans le cas d'espèce, pour Adjamagbo et Djossou, rien n'a été présenté. On a espéré que le procureur passe à l'acte, mais malheureusement, rien ne nous a été présenté. Et comme l'a dit aussi Olivier, j'ai l'impression que c'est encore de l'enfumage, puisque si on se réfère à ce qui s'est passé dans le cas des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le procès. On ne sait pas si ceux qui nous ont été présentés sont véritablement les auteurs de ce crime-là ou pas. Donc, quand auteur ou commanditaire. Voilà, auteur ou commanditaire. Donc, quand on présente les choses de cette façon-là, ça fait que le doute ne fait que se renforcer davantage au niveau de l'opinion quand il s'agit de l'indépendance ou non de notre justice. Donc, il faudrait que quand le parquet commence, on puisse aller jusqu'au bout pour nous situer, c'est-à-dire prononcer un verdict dans l'affaire pour que on puisse se faire on puisse se faire une idée sur la chose, si l'arrêt rendu est indépendant ou pas. Mais si ça se passe comme ça, ça démotive, ça décourage. Et puis vous voyez les conditions de cette libération provisoire, c'est que on leur demande de ne plus se prononcer sur la présidentielle de février dernier, alors que déjà Madame Adjamagbo, je crois qu'elle fait déjà l'objet d'un autre contrôle judiciaire. Je ne sais pas si le second vient abroger, si je peux m'exprimer. On dirait plutôt renforcer. Confirmer, renforcer. Je ne suis pas jury. Je ne sais pas si le second vient renforcer le premier ou pas. Donc, cette façon de faire, est-ce que les autorités togolaises veulent nous faire croire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'opposition dans ce pays ou pas? On ne comprend pas. Alors que c'est cette même opposition à qui l'autorité a fait appel lundi dernier pour venir discuter de l'organisation des élections régionales. Germain Pouli, nous débattons d'un sujet d'importance. Ça fait la énième affaire où les gens ont été arrêtés, inculpés, libérés, placés sous contrôle. Bon, finalement, on ne saura jamais si c'est dans l'arbitraire que ces personnes-là ont été détenues, ou bien si l'État, si l'appareil judiciaire a des raisons effectivement de leur en vouloir. Bon, vous savez, il y a déjà une grande difficulté quand un homme politique est mis en cause dans une affaire. Il n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Voilà, donc très vite, l'affaire est politisée. Bon, et là, il s'agit carrément d'une infraction politique. Malheureusement, on nous dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Quand vous parlez d'infraction politique. Non, qui a dit ça? C'est le ministre Christian Trimouan qui dit qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Il faut le citer. Et il a donné ses arguments aussi. Voilà. Non, ce que je dis, bon, prisonniers politiques, il dit il n'y en a pas. Des gens qui sont poursuivis, incarcérés pour leur opinion politique. Bon, là, l'atteinte à la sûreté et à la sécurité intérieure, ça peut être qualifié d'un crime ou d'un délit politique. Maintenant, plus globalement, quand les hommes politiques sont impliqués dans des affaires, la première ligne de défense, déjà de politiser l'affaire. On a connu des affaires de droit commun ici, où très vite on a dit les gens sont poursuivis parce qu'ils ont des ambitions politiques, les gens sont tels. Et donc après, on essaie de gagner déjà le procès sur les médias. Et dans l'opinion. Alors que la justice a une obligation de discrétion, de ne pas communiquer, parce que tant que le dossier n'est pas bouclé, elle ne peut pas communiquer. Donc ce qui fait que les versions que nous avons, c'est celle qu'on veut bien passer sur les médias, et souvent c'est les avocats de la défense qui essaient déjà de gagner le procès sur les médias.
Et dans l'accusation, oui, Germain, ça on le sait, mais c'est que à aucun moment la justice n'est allée au bout pour nous situer. Vous vous rappelez, il y a déjà de nombreuses années, Octaviano Olimpio avait fait l'objet de telle inculpation, de tel débat. Après, on peut citer les cas, on n'a pas fini, mais c'est que le problème, la justice ne va jamais au bout, on ne va jamais au tribunal pour savoir ce qu'il en est effectivement. On a quand même assisté au procès d'Harry Olimpio. Il a été jugé, condamné. Oui, Harry Olimpio a été jugé. Moi, j'ai même assisté à ce procès, on a assisté au procès de Kwacha. Ok, non, je n'ai pas cité Kwacha parce que ça on sait. Donc, mais vous savez aussi que cette affaire, quand elle avait commencé, les gens l'avaient présentée comme s'il n'y avait rien du tout et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il faut, dans l'affaire d'Adiamagbo, et de Gérard, il faut forcément aller jusqu'au bout pour que les gens connaissent la vérité? Si ils sont innocents, c'est plutôt une bonne chose d'aller jusqu'au bout. Oui, mais jamais, si la justice ne va pas jusqu'au bout, son problème d'indépendance, parce que si à chaque fois le politique se mêle on libère... Non, ce n'est pas propre au Togo. Vous savez, il y a eu un grand cas comme ça au Bénin avec Sébastien Jabin. Oui, mais il a été libéré tout simplement parce que il est religieux, oui, d'accord. Le problème, Germain, tout le monde... Alors, pour nous permettre tous de voir clair, est-ce qu'il ne va pas falloir qu'un jour, on aille jusqu'au bout d'une affaire? Non, de toute façon, moi je ne pense pas que ces affaires-là aussi s'achèvent là. Puisque les procédures ne sont pas bouclées. Peut-être qu'elles connaîtront de nos mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a dont on ne parle plus. On ne sait pas si les juges sont fatigués, ne veulent plus revenir sur ces affaires. Ou s'il n'y a pas d'éléments nouveaux qui permettent la poursuite d'un procès. Donc, il n'y a pas de suite. Peut-être il faudrait aussi qu'en tant que journaliste, de temps en temps, qu'on ressuscite certains dossiers, comme ça, pour voir où ça se situe. Maintenant, comme je le dis, quand l'affaire est politisée, généralement, c'est difficile de faire la part des choses, de voir où est l'acharnement politique, où est en réalité... Oui, mais vivement que pour nous situer vraiment sur l'indépendance de nos institutions et la véracité des faits, il va falloir qu'un jour, on aille jusqu'au bout, qu'on voit clairement ce qu'il est en et ça nous aidera. C'est pourquoi moi je disais que la justice est rendue au nom du peuple togolais. Et le peuple togolais a envie de connaître la vérité. C'est-à-dire, si ceux qui sont accusés se sont rendus coupables réellement des faits qu'on leur reproche ou ça a été une erreur. Parce que s'il y a des erreurs d'appréciation au niveau donc des juges et aussi bien des officiers de police. Et le procès Kwacha Nyansingbe est un cas d'exemple. C'est-à-dire, quand l'affaire a commencé, d'aucuns ont dit donc, que c'était un règlement de compte entre frères, ok? Mais le procès, moi j'ai assisté au procès, et en réalité, les éléments qui ont été avancés m'ont convaincu qu'il y avait quelque chose comme ça, d'accord? Donc, ce que nous disons, en réalité, ce n'est pas forcément d'accuser l'État ou la justice, mais nous avons constaté, et c'est un fait, que plusieurs affaires qui sont ouvertes ne sont pas fermées comme les enquêtes. Donc, il va falloir aller jusqu'au bout, afin de situer l'opinion, si les accusations sont avérées et quelles sont les conséquences qui en découlent. En fait, ce que je veux dire... Merci. En fait, nous disons la même chose. Parce que quand ces affaires éclatent, la justice qui accuse des hommes politiques, déjà comme le dit Germain, quand c'est un homme politique qui est dans l'affaire, on n'a pas toute la sérénité et le discernement. Et dans ce cas-là, on renvoie à l'arbitraire de l'État. Le seul terrain où on va voir de la justice ou de l'État ou des personnes inculpées qui ment et qui dit vrai, il va falloir qu'on aille à la justice, au jugement, comme dans l'affaire Kwacha. Voilà, un autre exemple que je vais donner, par exemple, le Sarkozy et le financement libyen, par exemple. C'est une affaire qui va durer des années. On ne saura même pas s'il a reçu le financement libyen. Non, mais il y a des Cette affaire a démarré. Non, j'arrive. Non, c'est pour dire qu'il n'y a qu'un jugement au tribunal pour nous situer sur qui est dans le faux et qui est dans le vrai. C'est les personnes impliquées. Quand c'est des personnes politiques, c'est compliqué. Non, mais moi, je vois plutôt une fois justice. Encore raison pour laquelle. Encore raison pour laquelle, pour la justice. S'il vous plaît, nous disons la même chose. Absolument. Il va falloir qu'un jour, on ait le courage
d'aller au jugement comme dans l'affaire Pacha. Prenez l'affaire des incendies où il y a même un détenu qui a perdu sa vie dans ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Oui. On a vu les conditions, alors on a vu... Alors que la personne demeure inculpée. Et les victimes sont là. Merci, les victimes, avançons. on rend aussi la justice au nom des victimes. Alors, pour apaiser avançons le cœur des rapidement victimes. pour rappeler cette rencontre de travail qui a eu lieu sur invitation du ministre d'État, de Aboukouzi. Ils ont parlé éventualité d'élections régionales. Alors, il y a cet article du confrère Flambeau que je trouve bien et qui nous rappelle que les élections régionales dont nous parlons permettront d'élire les conseillers régionaux qui vont constituer le collège électoral qui va élire les 2/3 des sénateurs qui, à leur tour, choisiront les 2 juges qui manquent à l'appel de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que ces élections régionales, c'est pas seulement une formalité, mais c'est une disposition constitutionnelle et cela permettra donc de compléter l'organigramme républicain. Terminons rapidement avec cette veillée d'armes électorales au Comité national olympique du Togo. Depuis 2-3 semaines, beaucoup de choses s'écrivent et se disent, mais comme c'est demain l'Assemblée élective, nous avons voulu aussi nous en parler au Club de la Presse. L'évêque de la Nation qui écrit le choix de la raison entre... élection au Comité national olympique du Togo, le choix de la raison contre le choix du pays. Et ce journal vous propose les portraits croisés de Ronan Germain et de l'Adem Akpaki, les 2 chefs les 2 têtes de liste. L'échiquier lui écrit olympisme togolais, un mano à mano entre Ronan Germain et Akpaki de l'Adem. Miroir Info, pour sa part, parle de la nuit électorale pour le ralliement des indécis. Et Miroir Info vous propose les programmes des 2 listes. Terminons avec le mérite sportif qui écrit, lui, élection au CNO, Ronan et Akpaki, ou sérénité d'un côté contre confiance de l'autre. Vous avez chacun 1 minute. Thierry, non, on compte pas Thierry. Non, mais il faut dire que jamais élection au CONAP, au CNO Togo n'a suscité débat et intérêt. Ça montre que il y a quelque chose qui se passe là, et tout cela a commencé quand le président sortant a voulu se maintenir, vaille que vaille, puisque l'âge le frappait, mais il voulait retoucher au statut pour pouvoir remplir pour un second mandat. Malheureusement, son projet n'a pas prospéré. Non, plutôt heureusement. Heureusement plutôt, son projet. Son projet n'a pas prospéré. Maintenant, il y a 2 candidats en liste pour le poste de président. Il faut dire que les 2 qui sont en poste, je crois, ils se connaissent, et ils faisaient partie du bureau sortant, puisque Deladem est le secrétaire général sortant, l'autre Memba est conseiller. Ona Germain est conseiller. Alors, c'est vrai que mon cher ami et un de mes chers amis me disait que c'est pas la presse qui fait les élections. Malheureusement, à chaque élection, on mêle la presse au jeu. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Disons que la presse ne fait que son travail d'information sur les candidats. Voilà. Et demain, c'est 24 électeurs qui vont voter. Mais il se fait que parmi ces 24-là, certains ont 2 voix. Parce que si vous faites partie d'une fédération... Même du Comité national olympique qui dispose ainsi. Voilà, si vous faites partie d'une fédération olympique, je crois que vous avez 2 voix, et non olympique, vous avez une seule voix. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se faire. Nous verrons comment ça va se passer. On va attendre. Germain Pouli, entre Ronan Germain et Deladem Akpaki. Oui, nous avons fait un article là-dessus qui est resté à l'intérieur du journal parce qu'on n'a pas voulu le mettre à la une. Pourquoi nous avons dit qui sera le gagnant. C'était notre question. On a présenté brièvement donc ces 2 figures assez connues du public sportif togolais. Bon, maintenant que le meilleur gagne, mais l'essentiel c'est
le sport togolais qui sortira vainqueur au regard donc des programmes présentés, des alliances que les uns et les autres finalement pourront obtenir. Donc nous, on n'a pas de parti pris. C'est exprès qu'on n'a pas mis ce titre à la une. Tout simplement parce que nous n'avons pas de penchant et on souhaite que le meilleur gagne. Merci. Et ceux qui vont gagner, c'est uniquement les présidents des fédérations sportives qui vont voter. Il y aura au total 24 fédérations. Demain sera le grand jour. Olivier ? Oui, demain ce sera le grand jour. On tourne une page donc au niveau du CNO Togo, une page marquée par et des affaires tout azimut, une page marquée par des difficultés au niveau du sport togolais, et ces deux personnes qui sont candidats ou bien candidates donc à cette élection, on estime que ils viendront relever le défi. On espère qu'ils viendront relever le défi et que le sport togolais, l'olympisme surtout, donc va retrouver ses lettres de noblesse, parce que le Togo aujourd'hui, ce n'est plus ça au niveau sportif. Et les sports qui nous déterminaient ou qui faisaient notre particularité, le football, le basket, je sais pas, le tennis de table, et voilà, ces sports ne sont que donc le canoë et le kayak. Bon, le canoë, le kayak, donc tout ça là. Et aujourd'hui, nous estimons que entre Wona Germain et Deladem, que l'un donc l'emporte, mais seulement il y a un qui est sous le coup d'une sanction internationale. On se demande si par malheur ou je sais pas si c'est lui qui gagnait, comment il va traiter avec les fédérations internationales ou au niveau africain et international. Est-ce qu'il a la légitimité? C'est parce qu'il y a une sanction qui pèse sur lui. Donc, merci. Nous renvoyons les électeurs au statut, au règlement intérieur du Comité national olympique du Togo. Nous apprenons que la ministre des Sports suit ce dossier avec attention. Nous apprenons même que le Comité international olympique a envoyé une mission d'observation. Eh bien, nous allons suivre tout cela et puis avec l'espoir que l'idéal olympique, à savoir le fair play et la noblesse dans le sport, que tout cela soit au rendez-vous à l'Assemblée de demain. Nous sommes en fin de semaine, nous vous avons servi toute une palette de sujets, de la riposte à la Covid-19, à la politique en passant par le recensement, l'attention à accorder aux personnes atteintes d'albinisme et tous autres sujets qui devraient vous intéresser. Le premier auditeur de la classe aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Moi, c'est Oseni, le messager de l'amour. Pardon? Oseni, le messager de l'amour. Ok, du courage. Merci, à toi aussi. J'aimerais demander au gouvernement, à quand la réouverture des frontières terrestres, quoi? Nous n'avons pas un émissaire de gouvernement aujourd'hui, mais docteur Agotiafa, vous pourrez vous risquer à cette question? Oui, il demande quand est-ce que les frontières seront ouvertes. Oui. Les frontières terrestres seront ouvertes. Donc le débat est toujours sur la table du gouvernement. À l'heure actuelle, il n'y a aucune date précise annoncée. Oui, donc on attend encore un peu. Merci beaucoup. L'auditeur suivant. Bonjour, monsieur Serre. Oui, bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, nous vous écoutons. Ça, je remercie le chef de l'État. Puisqu'il n'y a pas de détenus politiques, on a libéré les terroristes. Au même moment, pourquoi ne pas libérer les terroristes de l'ANC, PMP, pour que les prisons soient un peu libres? Secondo, les élections au Togo, ça profite aux Togolais ou bien c'est un malheur? Faut-il aller aux élections? Merci, bonne journée. Je vous en prie, le chef de l'État est servi. Les partis politiques qui sont conviés à la table des négociations aussi sont servis. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, c'est Canal FM. Oui, oui. Moi, c'est Papa Baby. Papa Baby? Oui. Ah, il y a des noms vraiment folkloriques aujourd'hui. Non, c'est mon nom de famille, hein. Papa Baby? Oui. Ok, nous vous écoutons. Oui, je voudrais réagir par rapport à la gratuité des soins des femmes enceintes, là. Oui. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas s'il faut qu'on le prenne avec des princesses, hein. Parce qu'on a vu dans ce pays où on nous a dit que l'éducation primaire était vraiment gratuite. On nous a parlé de la gratuité de, je sais pas, comment peut-on de la césarienne, oui, au niveau des examens, des salles d'examen. Aujourd'hui, on parle de gratuité des soins de femmes enceintes. Oui. Je me demande, est-ce que les tout premiers, tout ce qui a été gratuit, ça a été respecté? J'en veux pour preuve la dernière
On avait dit les quittances gratuites au niveau des salles d'examen. Les inscriptions. Les écoles en ont fait comme ça, les a plu, hein. Et il n'y a pas eu de réaction au sommet. Maintenant, ceci est gratuit. Je me demande si ça va être vraiment à 100% gratuit ou bien les médecins aussi en feront comme ils veulent aussi. Merci. Et qu'il n'y aura pas toujours de réaction. Papa Bévi. Il y a de 3 ou 4 sortes de Togolais, je ne sais pas trop. Merci beaucoup. Docteur va essayer de vous répondre incessamment. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je voudrais remercier le chef de l'État d'avoir relâché ou libéré Madame Adjamagbo et monsieur Johnson, monsieur Jossou et autres là. Bon, moi je voudrais dire, il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un de relâcher comme ça. Il faut réellement ce que les personnes ont fait. Oui. Avant qu'on les arrête, il ne suffit pas de les arrêter, Papa, de les arrêter et les relâcher comme ça. C'est ce que nous avons dit, en souhaitant qu'un jour, on puisse aller au jugement et savoir exactement ce qu'il en est. Ok, merci. Je vous en prie. Sauf que l'information officielle, ne sait pas si c'est le chef d'État qui a libéré ou bien la justice qui a procédé à la libération des deux personnalités depuis quelques heures. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, Sass, bonjour. Oui. Abonné. Oui, allez-y. Nous saluons tous les acteurs qui ont œuvré à la libération de Madame Adjamagbo. Et de Gérard Jossou. Ils sont deux. Oui. Et ça témoigne effectivement qu'on n'a pas de détenus politiques, qu'on a des détenus à titre judiciaire et qu'on donne des recommandations politiques pour pouvoir les libérer. Ça démontre à suffisance que nous faisons du ridicule dans ce pays. Je salue les propos de monsieur, votre journaliste de lundi là, son nom m'échappe, qui disait qu'on a tiré sur le cercueil portant le cadavre de la DMK. Et qu'est-ce que serait la suite? Vous prenez les gens en cours de route, vous fabriquez un dossier. Maintenant, la suite, c'est quoi? Et ça fait du ridicule. Vraiment, ça fait du ridicule. Si nous voulons construire un pays démocratique, prenons les bonnes manières et les bonnes choses pour que le pays avance. Si on doit encore reculer chaque temps en arrière, comme dans les temps de Saint-Louis, je ne sais pas quoi, c'est vraiment dommage. Merci. J'aimerais poser la question au docteur à savoir, on parle de la gratuité des frais pour les femmes enceintes. Oui. À ce jour, est-ce qu'ils ont un plateau technique adéquat pour faire ce travail? Merci. Je constate que les auditeurs usent beaucoup de figures de style aujourd'hui. C'est bon pour la littérature au club de la presse. L'auditeur suivant, bonjour. Allô. Oui. Mon directeur Sass. Papa Sibiti. Bonjour. Oui. Bonjour tous ceux qui sont mon docteur et ceux qui sont avec vous. Oui. Vous savez, aux gens bien nés, la valeur continue. Un papa que je suis, c'est ce que j'ai toujours souhaité. La libération de la fille de mon patron, docteur Adjamagbo, et ensuite son second Jossou. Maintenant, ce que je voudrais dire, je remercie de vivre voir le président de la République. C'est lui le premier magistrat. Que ce soit les juges ou qui, c'est lui. Et on ne peut pas les libérer sans se référer à lui. Deuxièmement, je voudrais prier tous les Togolais. Il ne faut pas qu'ils incendient dans leurs propos comme ils le font. Nous voulons la paix. On les a libérés. Prions seulement que tout marche. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Salam alaikum, monsieur. Monsieur Waris. Oui. Nous vous écoutons. Ça fait un temps. Mais c'est avec satisfaction que nous avons appris la libération de deux membres des MNK. Il s'agit de Mme Adjamagbo et M. Jossou. Et je profite de cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil des ministres d'avoir finalement écouté le cri de son peuple. Et nous le demandons une fois encore d'élargir la liste
Isaïe, il y a aussi le prophète Isaïe qui est encore en détention et d'autres personnes qui sont arrêtées dans le cadre des manifestations politiques. Monsieur Sass, cela m'amène à demander à tous ceux qui entourent le chef de l'État et qui veut mettre ce pays et la réconciliation nationale en péril. Il n'a pas fait présentation parce que on a l'impression qu'ils mettent ce pays en spectacle. Et je demande au président de la République parce que quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les amis possibles du monde. Mais le jour que vous allez perdre le pouvoir, ils vont vous quitter. C'est le cas de Yahi Boni au Bénin. Quand vous prenez l'honorable Damasi, il était avant avec Yahi Boni. Aujourd'hui, il est avec Patrice Talon. Donc, le chef de l'État doit savoir qu'il est... Merci, Monsieur Waris. Beaucoup est déjà dit. Le chef de l'État vous a compris, je présume. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô? Oui. Bon, je suis Fokakou, Dada Baby. Décidément. Ok, nous vous écoutons. Apparemment, tout le monde est convaincu que c'est la libération, la décision vient du chef de l'État. Quand j'entends les auditeurs, tout le monde est convaincu. Or, le chef de l'État, depuis cette affaire, n'a pas parlé. Il n'y a pas eu un communiqué qui nous a dit que le chef de l'État a pris la décision. Alors, la justice, elle est où dans tout ça? Tout le monde est convaincu que c'est le chef de l'État qui a libéré ces dames. Et M. Yossou, bon, on a quand même prouvé le contraire. Merci. En tout cas, nous prônons l'indépendance des institutions de la République, que chacun joue son rôle comme il se doit et le pays ne se portera que très bien. Merci aux auditeurs qui rivalisent d'ardeur pour des noms stylistiques. Mais je retiens pour l'essentiel deux questions qui vous sont adressées, docteur Abdou Diafa. Depuis quelque temps, il y a quelques jours, le gouvernement a pris la décision de rendre des services de maternité gratuits pour les femmes enceintes. Les deux ministres, Miji Awa et Assi, sillonnent le Togo dans ce sens. Vous avez écouté la préoccupation des auditeurs. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire qu'il n'y a pas que pour les femmes, il y a même d'autres services de maternité comme la planification familiale et autres aussi qui sont pris en compte. Bon, maintenant, pour l'effectivité, ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus le secteur santé que je maîtrise. Permettez-moi de ne pas trop aller dans les autres secteurs comme l'éducation et autres, où aussi on a proclamé la gratuité des services. Ce que je peux dire et que tout le monde peut aller vérifier, c'est que de toutes les manières, tous les services qu'on a pu rendre gratuits dans le secteur santé sont effectivement utilisés de façon gratuite. Je pourrais citer déjà, loin de ça, la prise en charge de la tuberculose. Au début, c'était pas ça. Actuellement, c'est gratuit. Je citerai la prise en charge du paludisme, qui est gratuit, le paludisme simple, bien sûr. La prise en charge du VIH-Sida. Et la liste est grande, hein. La césarienne est passée par là. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers les services de base, hein, où on peut citer la consultation prénatale. Disons que quand la césarienne est arrivée, la prise en charge gratuite de la césarienne est arrivée, c'est vrai que cela s'utilise de façon gratuite, mais reconnaissons que la grande majorité des grossesses n'arrivent pas en complication, parce que c'est quand la grossesse est arrivée en complication que la césarienne intervient. La grande majorité des grossesses sont des grossesses normales qui aboutissent à un accouchement normal. Donc il y a une forte population de femmes qui utilisent ce service mais qui ne continuent pas à payer. Donc il n'y a qu'une seule minorité qui utilise la césarienne. C'est pour ça que le chef de l'État a réfléchi, a dit, pour rendre l'accès universel aux soins, il faut viser la grande
grande partie des utilisateurs de ces services-là. Donc c'est pour ça qu'on est allé, même la planification familiale, il a été prouvé que la planification familiale réduit à plus de 20% le taux de mortalité maternelle. Donc quand tous ces services sont rendus maintenant gratuits, vous allez voir qu'ils devaient avoir normalement un impact positif. En résumé, tel que le gouvernement l'a dit, les services seront effectivement gratuits pour les femmes enceintes. Absolument. En amont et en aval. Absolument. De toute façon, nous les médias, nous serons là pour constater au jour le jour. Madame Rita Bokomi, rebonjour. Au nom de l'association des personnes atteintes d'albinisme, vous faites le plaidoyer pour le droit à une éducation de qualité pour tous, l'encadrement des élèves atteints d'albinisme. Donc vous demandez aux parents, aux enseignants, à l'État et à chacun de nous ce que nous devons faire pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme d'avoir un cursus scolaire et académique normal. Merci beaucoup. Que les bonnes volontés vous écoutent. En fait, c'était deux questions qui m'ont été posées. La seconde est relative au plateau technique. Voilà, donc je voudrais rassurer l'auditeur pour lui dire que le plateau technique est défini par rapport au niveau de soins. Au Togo, grosso modo, nous avons 3 niveaux, d'accord? Le premier, le deuxième et le troisième. Donc chaque niveau a son plateau technique bien précis. Même ici, même en France, aux États-Unis, c'est toujours caricaturé comme ça. Donc il y a un niveau inférieur qui n'a pas tous les plateaux techniques, qui réfère vers un niveau supérieur. Vous allez apprendre, il y a des gens qui quittent la France, qui vont en Espagne, qui vont aux États-Unis, il y a même des gens qui quittent les États-Unis, qui viennent en Afrique du Sud pour des soins. Merci. Très rapidement, avec l'indulgence de la technique, vos cartons d'émission de fin de semaine. Thierry Afonikoé. Oui, un carton vers au ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, qui, il faut le reconnaître, depuis qu'il est à ce ministère-là, il fait voter le budget exercice de l'État un peu plus tôt que ce qu'on a connu. Le budget va à l'Assemblée nationale. Pour son carton vert. Voilà, pour son carton vert, puisque actuellement nous parlons, les députés... ils sont en session sur la question. Germain, ça va rappelé? Alors moi j'envoie un carton vert à notre frère Jean-Paul Abo, qui a lancé la 3e édition du guide pratique des affaires hier. Un lancement qui a connu un grand succès. Merci pour ça. Carton vert à Jean-Paul Abo pour son initiative. Plutôt Olivier Yawadja. Moi, si j'ai un carton vert, vous savez, le Japon, pour le reconnaître, on parle de Toyota. Mais le Togo, aujourd'hui, pour reconnaître le Togo, on va parler de la machine à foufou. Et carton vert à ceux qui ont créé cette machine, malgré cette concurrence de l'arrière et la contrefaçon chinoise. Merci. Rita Bokomi, un carton à quelqu'un? Rita? Oui. Vous avez un carton à vous passer? Carton, non. À qui? Carton à Olivier, à Germain, bien Thierry. À Olivier. Merci, docteur Abetiafa, un carton pour toi. Tout le monde a donné un carton vert, il faut quand même que je sois limpide. Donc je donne un carton rouge au vibrio colorique, donc qui est en train de nous poser des problèmes énormément actuellement dans la commune de Golfe 1, la commune de Golfe 6, où les localités de Katanga et de Béthiobé sont en épidémie actuellement. Donc un carton rouge au vibrio colorique. Merci. Et le club La Presse donne un carton rouge sang à tous ceux qui fraudent les compteurs de la CET. Hier jeudi, Liberté écrivait que des fraudes sur les compteurs font perdre par an plus de 20 milliards de francs CFA à la CET. La CET qui est déjà confrontée au contrat étouffant de contour global, les impayés de l'État, maintenant c'est les fraudes des compteurs. Et Liberté relève qu'il y a même complicité des agents de la CET. Eh bien, à tous ceux-là, un carton rouge. Bonne fin de semaine et on se retrouve le lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là encore, célébrons la vie, respectons les gestes barrières. Il y aura des funérailles, il y aura des anniversaires, il y aura des baptêmes. Soyons prudents, respectons les gestes barrières et le lundi, nous nous retrouvons ici à 11h.